Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Comment décrire un pays-continent dans le cadre d'une émission de 25 minutes? C'est le défi qui m'attend aujourd'hui. Car je souhaiterais vous parler du Brésil, dont vous venez d'entendre un extrait de l'hymne national. Ce pays est le plus grand pays d'Amérique latine, avec plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est le 5e plus vaste pays du monde, derrière la Russie, le Canada, les États-Unis et la Chine. Il couvre près de la moitié de la superficie totale de l'Amérique du Sud. Avec plus de 215 millions d'habitants, c'est aussi le 7e pays le plus peuplé au monde et le premier pays lusophone, c'est-à-dire pays parlant portugais. Il partage une frontière commune avec tous les pays d'Amérique du Sud, à l'exception du Chili et de l'Équateur. Il partage même une frontière longue de 730 km avec la France. N'oublions pas la Guyane française. Il s'agit de la plus longue frontière française. La taille, le relief, le climat et les ressources naturelles du Brésil font de lui un pays géographiquement très diversifié. On distingue 5 grandes régions. La plus petite, mais la plus développée, est le Sud, qui est la plus marquée par la présence culturelle européenne. En effet, c'est dans le Sud que la plupart des migrants européens décidèrent de s'installer dès le XIXe siècle. D'un point de vue climatique, la région Sud est la seule du Brésil à ne pas être chaude toute l'année. Il arrive même qu'il y neige. Autre région, le Sud-Est, est la plus urbanisée et la plus industrialisée du pays, avec 3 énormes villes qui sont en fait de véritables d'immenses métropoles, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et São Paulo. Rio de Janeiro, l'ancienne capitale fédérale, est située dans une des plus belles baies du monde et elle est dominée, comme chacun sait, par le pain de sucre et la statue du Cristo Redentor, perché à 700 mètres d'altitude. Son carnaval et ses écoles de samba l'ont rendu célèbre, ainsi que ses plages. São Paulo a été fondée par les Jésuites en 1554. C'est la ville la plus peuplée du Brésil. On y trouve une population d'origine européenne ou japonaise qui a fait de cette ville la capitale mondiale du café, culture dont l'histoire a été dominée par le Brésil. São Paulo est aussi un des plus grands centres d'affaires de la planète et la première ville économique du pays. São Paulo, c'est aussi la ville la plus riche du Brésil. Troisième région, le nord-est, que l'on appelle nord-est,
a connu son heure de gloire au XVIIe siècle, avec la culture de la canne à sucre. Par leur précieux héritage architectural colonial et la beauté de leurs façades décorées d'azulejos, ces faïences bleues, les villes de Salvador, la plus africaine, São Luís de Maranhão, fondée par les Français en 1612 sous le nom de Saint-Louis de Maranhão, Recife, la Venise du Nord-Est, ou Olinda, la hollandaise, témoignent toutes de ce passé fastueux. Peuplée de plus de 51 millions d'habitants, la région connaît d'importantes difficultés socio-économiques dues à l'immobilisme des structures économiques et sociales. La région est la plus pauvre du Brésil. Les sécheresses qui frappent le Sertão, zone soumise à des précipitations irrégulières, participent à l'émigration de la population du Nord-Est vers les villes du littoral. Le centre-ouest, la 4e région du Brésil, reste une région peu peuplée. Elle comprend à l'extrême est Brasilia, la capitale du pays depuis 1960, et à l'ouest, l'État du Mato Grosso, couvrant la majorité de sa superficie. J'ai souvent eu l'occasion sur ces ondes de parler du Mato Grosso, puisque c'est là que vivent les Enaue. L'activité agricole y est en expansion et cause une importante déforestation. C'est dans cette région que se trouve la partie brésilienne du Pantanal, la plus grande terre inondée de la planète. Enfin, le nord, qui est en grande partie couvert par la forêt amazonienne. La densité humaine y est très faible, un peu plus de 4 habitants au kilomètre carré, dans l'état de Pará, dans l'ouest, et deux fois plus dans celui d'Amazonas. Les deux principales villes de la région nord sont Manaus, dans l'Amazonas, et Belém, dans le Pará. L'Amazonie constitue la plus grande réserve biologique. Elle compte environ 1/10 des espèces vivantes mondiales. Au cours des années 70-80, les différents projets de développement et les migrations intérieures ont entraîné un déboisement préoccupant et des conflits entre les poceros, les propriétaires terriens, souvent propriétaires illégitimes, et les Amérindiens. Actuellement, la protection de la forêt ainsi que le respect des terres amérindiennes sont négligés par le gouvernement brésilien, comme le prouve la construction du barrage de Belo Monte et le développement d'immenses surfaces agricoles réservées à la culture du soja, production largement exportée vers l'Union européenne pour y nourrir le bétail. L'histoire de ce pays, la diversité de son territoire et de sa société, ainsi que la situation actuelle, ne reflètent pas toujours l'ordre et le progrès auquel il aspire, si l'on en croit sa devise, inscrite fièrement sur son drapeau, Ordem et Progresso. Ce pays gigantesque, dont le nom officiel est República Federativa do Brasil, a vécu le 2 octobre dernier des élections capitales pour son avenir. Et c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. 156 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour choisir un président ainsi que les gouverneurs des 26 États et du district fédéral de Brasilia. Ils devaient aussi élire 1/3 des 81 sénateurs ainsi que les 513 députés fédéraux et l'ensemble des députés régionaux qui siègent dans les assemblées de chaque État. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, il y avait 11 candidats. Le résultat a largement démenti les pronostics des sondages qui donnaient, le 19 septembre dernier, 47% au principal candidat de l'opposition contre 31% au président sortant. Certains sondages avançaient même l'hypothèse d'une victoire du candidat de l'opposition dès le premier tour. Finalement, si l'ancien président et candidat d'opposition Inácio Lula da Silva est arrivé en tête avec 48% des voix, son adversaire, le président sortant, Jair Bolsonaro, est tout de même parvenu à obtenir 43%. Aucun des 9 autres candidats n'a réussi à obtenir plus de 4% des suffrages. Le second tour, prévu pour le 30 octobre prochain, départagera donc les 2 candidats que tout oppose. Le prochain président brésilien prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.
Je voudrais brièvement vous présenter les deux candidats. Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula, aura 77 ans le 27 octobre prochain. C'est un ancien ouvrier métallurgiste, fondateur et leader du Parti des travailleurs. Il a été élu 2 fois consécutivement président, entre 2000 et 2010. Durant ces 2 mandats, il a mis en place des programmes sociaux d'importance et a sensiblement amélioré la situation économique du pays. Après son départ du pouvoir, il a été emprisonné pour plusieurs chefs de corruption en 2018. Libéré au bout d'1 an et demi, le tribunal suprême fédéral a reconnu en 2021 la partialité du juge qui l'avait condamné. Cela lui a permis de retrouver ses droits politiques et de se présenter à cette élection. Toujours très populaire, pendant ces 2 mandats, l'État a malheureusement toléré le développement d'un réseau de corruption incompatible avec les valeurs qu'il prétendait défendre, entachant ainsi durablement la réputation du Parti des travailleurs. Les peuples amérindiens, y compris les Enawe, ont massivement fait campagne et voté pour lui. Passons maintenant à Jair Bolsonaro, 67 ans. C'est un ancien officier à la retraite. Il a été élu 38e président du Brésil en 2018, 2 ans après Trump. On le surnomme d'ailleurs le Trump tropical. Sa famille est d'origine italienne. Plutôt que de diriger le pays, il semble avoir tout fait pour le dérégler. Il a refusé de pourvoir des postes essentiels. Il a placé à des postes importants des fidèles ne possédant aucune compétence technique. Il a coupé le financement de nombreux programmes sociaux. Commencé par des décisions controversées au sujet du climat et de la réforme des universités, son mandat a été marqué par la pandémie du Covid-19, durant laquelle il n'a pas mis en place la moindre réponse coordonnée. Cette pandémie a fait plus de 680 000 morts au Brésil. Son bilan économique est consternant et son bilan écologique affligeant. L'extrême pauvreté a progressé de plus de 30% en 2021 et elle touche désormais 14% de la population. La faim a fait son grand retour, en particulier dans le nord-est. Mais durant son mandat, toutes ces tentatives pour renverser l'équilibre des pouvoirs ont échoué grâce à la constance, la résistance et l'indépendance des tribunaux, des institutions de l'État ou de la presse. Le président sortant est un climato-sceptique affirmé et un adepte de propos de comptoir au relent souvent raciste, machiste et homophobe. De confession catholique, il s'est fait symboliquement baptiser dans le Jourdain, selon le rite évangélique, en 2016, lors d'un voyage en Israël. Les puissantes églises évangéliques brésiliennes, les militaires et les milieux d'affaires constituent ses principaux soutiens, même si son populisme et sa démagogie ont réussi à lui attirer les votes d'une partie de la classe populaire et même des classes les plus défavorisées de la population. Je voudrais rapidement survoler avec vous l'histoire de cet immense pays, le Brésil. Avant sa découverte par les Portugais en 1500, le territoire actuel du Brésil était habité par quelques millions d'Amérindiens. Cette population était divisée en grandes nations autochtones, composées de différents groupes ethniques, parmi lesquels se distinguent les principales familles linguistiques, Tupi-Guarani, Macro-Jê et Arawak. Les Tupis furent la première des tribus amérindiennes à être en contact avec les Portugais, et c'est elle dont l'héritage culturel est le plus important. En 1500, le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral découvre, entre guillemets, le Brésil et, pensant avoir découvert une île, il nomma ce territoire Ilha de Veracruz, l'île de la vraie croix. Cette terre se révélant en faire partie d'un continent, l'Amérique du Sud, elle fut plus tard baptisée Terra de Santa Cruz. La théorie la plus communément admise est que le mot Brésil tire son origine d'un colorant rouge extrait d'un arbre indien des Indes, très apprécié dès le Moyen Âge pour ses propriétés
tinctorial est souvent utilisé dans la peinture européenne. Les Portugais reconnurent la présence en quantité de ce bois de Brésil ou Pernambouc durant leur première exportation du Brésil, d'où le nom que finit par prendre le pays, Brésil. Selon le traité de Tordesillas, signé en 1494, sous l'égide du pape Alexandre VI, toutes les terres nouvellement découvertes, situées à plus de 370 lieues à l'ouest du Cap-Vert, passaient sous la juridiction de l'Espagne, les autres étant attribuées au Portugal. C'est ainsi que la pointe orientale du continent sud-américain échut au Portugal. Sous cette domination portugaise, l'actuel Brésil commença à se développer économiquement et l'exploitation de la population indienne locale n'étant plus suffisante pour la production sucrière, les premiers esclaves furent importés d'Afrique en 1550. De cette année-là jusqu'à 1850, le Brésil a absorbé près de 40% de la traite négrière atlantique. Il est le pays d'Amérique du Sud qui a reçu le plus d'esclaves noirs, avec environ 5,5 millions d'Africains. À la fin du XVIIe siècle, les exportations de sucre commencèrent à baisser, mais en 1693, la découverte de gisements d'or dans la région qui allait devenir le Minas Gerais sauva la colonie de l'effondrement économique. À la fin de l'année 1807, après l'invasion du Portugal par les armées napoléoniennes, le prince régent Jean VI de Portugal fut contraint, pour échapper à la menace que représentait Napoléon, de transférer la cour royale de Lisbonne vers le Brésil. La famille royale entreprit alors de développer les institutions brésiliennes. Cette période coïncide avec l'émergence des premières places financières locales, la création d'une banque nationale, la fin du monopole commercial que le Portugal avait sur le Brésil et l'ouverture du commerce à l'échelle internationale. Avec la fin de la guerre espagnole en 1814, les Cortés, c'est-à-dire le Parlement portugais, exigèrent le retour du prince régent et de sa mère, la reine Marie, car ils jugeaient inapproprié que les représentants d'une monarchie européenne résident dans une colonie. En 1815, le Portugal éleva le Brésil au rang de vice-royaume et en fit la capitale de son empire. Le pays prit alors le nom de Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves. Ainsi, la famille royale put à nouveau séjourner au Brésil sans avoir à fournir de justification. Mais cette situation ne satisfaisait pas les Cortés qui réclamaient toujours le retour définitif de la famille royale à Lisbonne. En 1821, Jean VI n'eut pas d'autre choix que de retourner à Lisbonne. Il laissa son fils, le jeune prince Pedro de Alcântara, au Brésil en tant que régent du vice-royaume. Mais les Cortés portugaises désiraient surtout mettre un terme à l'autonomie du Brésil et elles voulurent ramener le pays au rang de simple colonie. Elles décidèrent de dissoudre le gouvernement central établi à Rio de Janeiro et ordonnèrent au prince régent de rentrer à Lisbonne. La lutte entre le prince et les Cortés s'intensifia alors et la population brésilienne soutint Dom Pedro, le prince régent. Devant le soutien de la population, Pierre refusa les ordres des Cortés et déclara « Si c'est pour le bien de tous et le bonheur général de la nation, je suis prêt. Dites au peuple que je reste. » C'est ainsi que le Brésil entra en conflit direct avec le Portugal. 2000 soldats portugais présents sur le territoire se soulevèrent alors pour punir le prince d'avoir défié les Cortés. Ils se rendirent sur le mont Castelo, mais furent rapidement encerclés par 10 000 Brésiliens armés, venus prêter main forte à leur souverain. C'est ainsi que débuta la guerre d'indépendance, qui vit la toute nouvelle armée brésilienne s'opposer aux troupes coloniales portugaises. Le 25 août 1822, Pierre se tourna vers ses compagnons, jeta son brassard aux couleurs du Portugal et déclara « Mes amis, les Cortés veulent nous rendre en esclavage et nous poursuivre. Plus aucun lien ne nous unit désormais. Retirez vos brassards, soldats. Saluez l'indépendance, la liberté et la sécession du Brésil. » Il dégaina ensuite son épée et lança « Par mon sang, par mon odeur et par Dieu, je jure de donner sa liberté au Brésil » avant de crier « L'indépendance ou la mort ».
Ce conflit dura 3 ans et s'acheva en 1824 avec la victoire des troupes brésiliennes et la signature du traité de Rio de Janeiro en 1825. La première constitution brésilienne fut promulguée le 25 mars 1824. L'Empire du Brésil fut officiellement proclamé, quant à lui, le 12 octobre 1822. Dom Pedro fut proclamé empereur sous le nom de Pierre Ier. Le 7 avril 1831, épuisé par les années d'exercice du pouvoir impérial, mécontent de l'intransigeance de ses adversaires politiques et devant l'usurpation par Miguel du trône portugais, Pierre Ier abdiqua avant de retourner en Europe pour restaurer Marie II, sa fille et reine légitime du Portugal. Après le départ de son père, Pierre II devint, à 5 ans seulement, le nouvel empereur du Brésil. Il héritait d'un empire au bord de la désintégration. C'est le 18 juillet 1841 que Pierre II fut finalement acclamé, couronné et sacré empereur à 16 ans, 2 ans avant sa majorité. Sous Pierre II, le Brésil jouira d'une stabilité intérieure et d'une grande prospérité économique. En 1858, le Brésil devint la 8e puissance économique mondiale. Sa croissance était alors comparable à celle des États-Unis et des puissances européennes. Le Brésil connut un fort développement. En 1850, le pays ne possédait qu'une 50aine d'usines. À la fin de l'Empire, le Brésil en comptait 636. Des constructions ferroviaires, des installations téléphoniques et des systèmes de traitement des eaux usées furent installés dans tout le pays. La première ligne de chemin de fer fut inaugurée alors que de nombreux pays européens n'en avaient encore aucune. Pendant plusieurs décennies, les riches latifundiaires s'opposèrent avec succès à l'interdiction de la traite des esclaves. Pierre II, quant à lui, était un abolitionniste. Il déclara ainsi que l'esclavage était une honte nationale. Pierre était d'ailleurs un des rares nobles à ne posséder aucun esclave. Grâce à ses efforts, l'abolition de l'esclavage intervint en 1888. Après avoir conduit le Brésil à son apogée, le règne de l'empereur prit fin le 15 novembre 1889 à la suite d'un coup d'État militaire. L'armée renversa l'empereur et la République fut proclamée. Mais le pays n'en devint pas pour autant une démocratie. Il fut dirigé par une oligarchie de riches propriétaires et d'élus locaux jusqu'à la crise financière de 1929. Le 4 octobre 1930, Getúlio Vargas devint président après un coup d'État. En 1942, à la suite d'attaques par des sous-marins allemands, le pays s'engagea dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. En 1945, Vargas dut démissionner. Le Brésil connut alors une vingtaine d'années de relative démocratie pendant sa Deuxième République. Mais le pays ne décollait pas économiquement. Cependant, la nouvelle capitale du pays, Brasilia, fut construite en moins de 3 ans et les institutions fédérales, qui ne parvenaient pas à se décider entre les deux grandes métropoles de Rio de Janeiro et São Paulo, s'y installèrent en 1960. Les grandes inégalités sociales, le contexte politique et sécuritaire troublé et la corruption finiront par mettre en péril la stabilité des institutions démocratiques. À partir de 1964, le Brésil connut, comme d'autres pays d'Amérique latine, une dictature militaire. La junte au pouvoir se maintint au pouvoir de manière autoritaire, voire brutale, 2 décennies durant. Le nouveau régime força le pays à adopter un nouveau type d'économie, en renouant avec les États-Unis et le Fonds monétaire international. La politique économique du régime militaire fut saluée par les institutions financières internationales. C'est finalement la crise financière qui minait la plupart des pays d'Amérique du Sud, le développement de la pauvreté et l'insécurité dans les immenses favelas, ainsi que la ruineuse corruption des militaires et les mouvements syndicaux qui feront perdre les derniers soutiens économiques au régime militaire. En 1985, la démocratie se réinstalla dans un contexte économique et financier difficile. Le Congrès national établit une nouvelle constitution qui fut adoptée le 5 octobre 1988. Le 27 octobre 2002, l'ancien syndicaliste Luiz Inácio Lula da Silva remporta l'élection présidentielle et il fut réélu le 28 octobre 2006. Il fut le premier président du Brésil issu du Parti des travailleurs.
le pays sorti du marasme économique accéda au statut de puissant pays émergent grâce au développement accordé à la classe moyenne qui soutenait massivement les réformes démocratiques du président et la création d'un grand marché intérieur qui attira les capitaux étrangers et les industries d'exportation à la suite du retour de la confiance des banques et la stabilisation de la monnaie du pays. En réussissant en septembre 2010 la plus grande augmentation de capital de l'histoire, le géant pétrolier Petrobras devint le symbole de cette forte croissance. De 2003 à 2010, près de 20 millions de Brésiliens sur une population de 190 millions sont sortis de la pauvreté. La malnutrition infantile régressa de 46%. En 2017, selon le FMI, le PIB du Brésil s'élevait à 2054 milliards de dollars, ce qui en faisait la 8e puissance économique mondiale. Le pays est considéré comme une grande puissance émergente, un des rares pays à avoir la capacité de devenir un jour une superpuissance mondiale. En dépit de la taille de son économie, le Brésil reste l'un des pays où les inégalités sociales et économiques sont parmi les plus élevées du monde. Dilma Rousseff, elle aussi membre du Parti des travailleurs, fut élue en 2010 pour succéder à Lula. Et elle devint la première femme présidente du Brésil. Elle fut réélue en 2014. En mars de la même année débuta l'opération Lavo Jato, ce qui signifie lavage au jet à haute pression en portugais. Une enquête judiciaire anticorruption de grande ampleur visant de nombreuses politiques de droite comme de gauche liées à l'entreprise Petrobras, puis à l'entreprise Odebrecht. Le discrédit de la classe politique et la crise économique que subit le Brésil de 2014 à 2018 provoquèrent des contestations populaires. Dilma Rousseff fut destituée par un vote du Sénat le 31 août 2016 pour avoir dissimulé l'ampleur du déficit public brésilien. Son vice-président Michel Temer, membre du Parti du mouvement démocratique brésilien, lui succéda et adopta une politique libérale. Impopulaire dès le début de sa présidence, il fut accusé de corruption dans le cadre de l'opération Lava Jato en 2017, de même que Luiz Inácio Lula da Silva, qui fut condamné à 9 ans de prison. Pays riche en ressources naturelles, le Brésil est une nouvelle puissance pétrolière. D'immenses gisements pétroliers ont été découverts dans les bassins de Santos et de Campos, au large de Rio de Janeiro. Les réserves récupérables n'ont cessé d'être réestimées à la hausse. Dans le secteur minier, le Brésil extrait du minerai de fer, dont il est le deuxième exportateur mondial, ainsi que du cuivre, de l'or, de la bauxite, dont il est l'un des 5 plus gros producteurs mondiaux, du manganèse, dont il est aussi l'un des 5 plus grands producteurs mondiaux, de l'étain, du niobium, dont il concentre 98% des réserves connues dans le monde, et du nickel. Le Brésil produit aussi beaucoup de pierres précieuses et semi-précieuses, et il est le deuxième producteur au monde de cellulose et le 8e pour ce qui est du papier. Dans l'industrie de la chaussure, le Brésil occupe la 4e position. Il est le 8e producteur de véhicules et le 9e producteur d'acier au monde. Le pays fabrique des avions, des sous-marins, en plus d'être impliqué dans la recherche spatiale. Le système agraire brésilien est fondé sur la concentration de la propriété et est tourné vers les exportations. 0,8% des propriétaires terriens, environ 40 000, détiennent 42% de la surface cultivable. Entre 1985 et 2017, 1722 militants du mouvement des Sans-Terre ou des autres organisations sociales ont été assassinés. Le Brésil est le premier producteur mondial de canne à sucre, de soja, de café et d'orange. Il vient d'ailleurs de devenir le premier producteur mondial de concentré de jus d'orange. Le pays est aussi l'un des plus grands producteurs de viande, premier exportateur mondial de viande de poulet, deuxième producteur de bœuf et troisième producteur mondial de lait. La déforestation de l'Amazonie a connu son pic au début des années 2000, atteignant près de 30 000 km² en 2004, alors que Lula était président. Elle a ensuite diminué pour reprendre durant le mandat de Bolsonaro, atteignant près de 15 000 km² en 2021.
La population brésilienne se caractérise par une importante diversité ethnique et culturelle. Il y aurait au Brésil 47,7% de blancs, 43,1% de métis, 7,6% de noirs et environ 2% d'asiatiques et d'amérindiens. Un grand nombre de Brésiliens ont des ancêtres issus de pays européens, principalement du Portugal, d'Italie, d'Allemagne ou d'Espagne. Le Brésil est un pays à majorité chrétienne, 89%. Avec 123 millions de fidèles, il s'agit de la deuxième nation chrétienne au monde, derrière les États-Unis, et la première nation catholique au monde. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire succinctement, très succinctement, de ce pays de la démesure qu'est le Brésil et qui va vivre le 30 octobre prochain un tournant majeur. Soit il continuera avec la politique imprévisible, ultralibérale et hostile, bien sûr, à l'environnement et au peuple indigène de l'actuel président Bolsonaro, soit il donnera une nouvelle chance à Lula pour un troisième mandat qui, je l'espère, s'il est élu, sera moins entaché par la corruption que ses précédents. Merci, chers amis auditeurs et auditrices, et à la semaine prochaine.